Bonjour. La séquence précédente avait porté sur le codocyte ou hématie en cible. Nous rappelons la particularité morphologique du codocyte. Il s'agit d'un globule rouge en cible avec un centre foncé. Alors que l'hématie normale présente une zone centrale claire et une zone périphérique foncée, le codocyte, lui, présente trois régions concentriques. Premièrement, une région centrale hémoglobinisée et donc foncée. Deuxièmement, une région intermédiaire claire. Et troisièmement, une périphérie hémoglobinisée. Ceci donne au codocyte l'aspect d'une cible. On observe le codocyte sur le frottis sanguin au cours des lictères obstructifs, du déficit congénital en lécithine-cholestérol acyltransférase, de l'alpha-thalassémie mineure ou en post-splénectomie ou asplénie. Le cinquième épisode que nous vous présentons aujourd'hui porte sur un globule rouge morphologiquement anormal appelé dacryocyte ou hématie en larmes. Mais avant de parler du dacryocyte, il est indispensable de rappeler que le globule rouge normal est une cellule sans noyau, ayant l'aspect d'un disque, avec une membrane cytoplasmique régulière et un centre plus clair dont le diamètre est de l'ordre du tiers du diamètre total de la cellule. À l'état normal, le globule rouge ne contient pas d'inclusion intracellulaire visible. Toute variation traduit donc une anomalie cellulaire et une pathologie. Les dacryocytes sont des hématies allongées avec une extrémité arrondie. Et l'autre extrémité effilée, mais dont la pointe reste arrondie. On signale leur présence quand il y en a au moins une par champ microscopique. Les dacryocytes sont des globules rouges ayant pris une forme de goutte, de poire, de raquette de tennis ou encore de larmes. Une prolifération des dacryocytes est appelée une dacryocytose. Une dacryocytose se voit souvent dans les myélofibroses, les thalassémies et toute hématopoïèse extramédullaire. Les dacryocytes se retrouvent également dans certaines métastases qui affectent la moelle osseuse, là où sont formés les globules rouges. Alors, analysons ensemble ce cas. Monsieur Martin, âgé de 70 ans, vient consulter pour douleurs osseuses. Le début remonte à 15 jours de la présente consultation par des douleurs osseuses vives, intermittentes, qui s'aggravent la nuit et se réduisent grâce au mouvement. La persistance des douleurs, malgré l'automédication à l'ibuprofène, motive la présente consultation. Dans le complément d'anamnèse, on note l'anorexie, les nausées, la polydipsie, la polyurie et l'engourdissement des membres.
Monsieur Martin informe le médecin que son père et son grand frère étaient morts de suite d'un cancer de la prostate. À l'examen physique, le malade est en bon état général, ses conjonctives palpébrales sont bien colorées, les conjonctives bulbaires anictériques. Le toucher rectal n'a pas été fait suite au refus par le malade. Ailleurs, l'examen physique était sans particularité. Devant ce cas, le médecin pense à un diabète sucré et à un syndrome rhumatismal. Comme bilan, le médecin demande l'hémoglobine glyquée, la glycémie, la glycosurie, la numération formule sanguine, le facteur rhumatoïde, la vitesse de sédimentation et la CRP. L'hémoglobine glyquée et la glycémie dosées au laboratoire de biochimie sont normales. La glycosurie est négative. La numération formule sanguine faite à l'automate d'hématologie révèle une anémie. Cette anémie est normochrome, normocytaire, régénérative. Sur le frottis sanguin, on observe de nombreux dacryocytes représentant environ 50% des globules rouges. Les résultats des autres analyses demandées sont sans particularité. Il n'y a donc ni diabète sucré ni problème inflammatoire. Toutefois, on a observé des dacryocytes sur le frottis sanguin périphérique. Maintenant, on vous pose deux questions. Quel est votre diagnostic? Quelles sont les autres analyses nécessaires pour ce cas? Pour répondre à ces deux questions, nous rappelons les hypothèses diagnostiques d'une dacryocytose. Une myélofibrose, peu probable, car le patient ne présente pas les signes majeurs de la myélofibrose, qui sont la fièvre, la splénomégalie et la leucocytose. Une thalassémie, hypothèse exclue sur base de l'âge du patient. Hématopoïèse extramédulaire, exclue, car le tableau clinique n'est pas typique. Le tableau clinique du patient plaide en faveur des métastases osseuses. Vu le nombre élevé de dacryocytes sur le frottis sanguin, considérant l'âge du malade et les antécédents familiaux des cancers de la prostate, le médecin conclut à des métastases osseuses d'un cancer de la prostate. Pour confirmer le diagnostic, il demande d'autres examens biochimiques et histopathologiques. Les examens biochimiques du sang pourront permettre d'identifier la présence des marqueurs tumoraux comme la phosphatase alcaline, l'antigène spécifique de la prostate et l'ostéocalcine.
L'augmentation de l'activité des phosphatases alcalines est le reflet de l'hyperactivité ostéoblastique. Le taux élevé de l'antigène spécifique de la prostate signifie que le cancer de la prostate s'est propagé aux os. Les métastases ostéocondensantes du cancer de la prostate élèvent le niveau d'ostéocalcine. Le diagnostic posé par le médecin a été confirmé par l'anatomopathologie. Chers camarades étudiants, que pouvons-nous dire sur les métastases osseuses? Les métastases osseuses ou cancer secondaire des os désignent un cancer qui a pris naissance dans une autre partie du corps et qui s'est propagé aux os. Les métastases osseuses sont bien plus courantes que les cancers primitifs des os. Les types de cancers les plus susceptibles de se propager aux os sont le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer du rein, le cancer de la thyroïde et le cancer de la prostate. Les principaux facteurs de risque du cancer de la prostate sont l'âge supérieur à 50 ans et les antécédents familiaux. Ainsi donc, le risque de développer un carcinome de la prostate est multiplié par 10 chez un homme dont le père et le frère ont souffert de cette maladie. Les symptômes des métastases osseuses varient selon les os qui sont atteints et leur nombre. Le symptôme le plus fréquent est la douleur osseuse. Cette douleur peut être intermittente ou continue. Elle a tendance à s'aggraver la nuit et se réduire grâce au mouvement. Elle peut être accompagnée d'une enflure. L'engourdissement des membres et la dysurie sont dus à la compression de la moelle épinière. La polydipsie, l'anorexie, les nausées et l'asthénie physique sont causées par une hypercalcémie. En effet, lorsque les métastases se développent dans l'os, le calcium est libéré dans le sang. La fracture se produit car les métastases osseuses affaiblissent l'os et, ainsi, le risque de lésion augmente. Le diagnostic des métastases osseuses est basé sur les antécédents familiaux, l'examen physique, les analyses sanguines, les examens d'imagerie et la biopsie. L'on fait une formule sanguine complète pour vérifier l'état de santé général et évaluer le fonctionnement de la moelle osseuse. Des taux élevés de calcium et de phosphatases alcalines dans le sang peuvent indiquer que des métastases osseuses ont endommagé les os. Le type de marqueur tumoral mesuré dépend du type de cancer primitif. Par exemple, en cas de suspicion d'un cancer primitif de la prostate, on pourrait mesurer le taux de l'antigène spécifique de la prostate. Un taux élevé peut signifier que le cancer de la prostate s'est propagé aux os. Les examens d'imagerie jouent un rôle important
dans le diagnostic des métastases osseuses. Les examens les plus utiles sont la radiographie, la scintigraphie osseuse, la tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique et la tomographie par émission de positons. On a parfois recours à une biopsie si le cancer primitif est inconnu. Dans ce cas, on effectue généralement une biopsie à l'aiguille ou une biopsie chirurgicale. Chers camarades étudiants, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses. Comme nous venons de le constater chez le patient Martin, le frottis sanguin a été un outil indispensable pour le diagnostic. L'automate d'hématologie est nécessaire, mais pas suffisant pour poser un bon diagnostic. La production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames des frottis sanguins périphériques. Ce message invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement de comportement ancien et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref, il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients pour ne pas passer à côté de vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 5e épisode intitulé Dacryocytes et vous annonçons que la 6e séance portera sur les liptocytes. Au revoir et à la prochaine.